Penser l'après est devenu la grande priorité du moment, dans un contexte où les incertitudes sont multiples et les conséquences économiques et sociales de la crise sans commune mesure. Des perspectives s'envisagent, mais dans une société qui n'est désormais plus tout à fait la même. La période du confinement a en effet ouvert une brèche propice à la reconsidération des priorités et des modes de vie. Ainsi, ce qui nous semblait impossible il y a peu est devenu du domaine du réalisable, impliquant aussi bien nos modes de travail que nos libertés. Mais la santé est-elle devenue la nouvelle norme? Et sommes-nous prêtes à toutes les concessions pour la préserver? Quelle est la place du bonheur dans ce monde en transition, dans ce monde à repenser? Afin d'y voir plus clair, Julia de Funès, philosophe, conférencière et auteure de Ce qui changerait tout sans rien changer, répond à nos questions. Alors avec le confinement, on a assisté à un essor de sites, de vidéos, d'applis de séances de coaching concernant le développement personnel et le bien-être. Alors est-ce que ces méthodes comportementales ont permis aux gens d'affronter cette période difficile? Alors, effectivement, c'est une manne cette période parce que la période est anxiogène. Beaucoup de gens sont en détresse, ont peur, ne savent plus du tout quels sont leurs repères. Donc, c'est une manne effectivement pour toutes ces personnes qui proposent de l'aide aux autres. Simplement, j'ai toujours eu des doutes et je continue d'en avoir de plus en plus sur ces méthodes comportementales. Les recettes comportementales en soi, du point de vue philosophique, sont très contestables puisqu'elles s'appliquent au moi de chaque lecteur, de chaque client, comme à des milliers d'autres. Par quel miracle le bonheur pourrait-il faire l'objet d'une recette? Par quel miracle la confiance en soi pourrait-elle faire l'objet d'une recette? C'est tout ce que je questionne dans mon livre. Je crois plus à une appréhension plus humaine, plus compréhensive et beaucoup moins comportementale que ce que propose ce genre de personnes. Et alors, de fait, les activités professionnelles ont été durant cette période bouleversées, se sont déroulées à distance et avec un rapport au temps très différent. Mais alors, le télétravail rend-il heureux? On peut être heureux 3 semaines, très malheureux les 6 semaines d'après. Le bonheur dépend de personnes qui vont bien au-delà de la sphère strictement professionnelle. Donc, le télétravail rend-il heureux? Qu'est-ce qui rend heureux? Je laisse chacun répondre à cette question pour lui-même. Mais en revanche, le télétravail a libéré, alors pas en temps de confinement, il faut évidemment distinguer le télétravail confiné et le télétravail hors confinement. Hors confinement, le télétravail libère. C'est une soupape. On gagne un temps fou dans les transports. On est libre de choisir son lieu. On est libéré psychologiquement de plein d'aspects, on pourra y revenir. Donc c'est une libération. Ça contribue à un sentiment de plus grande liberté, de plus grande autonomie. Et c'était une demande et c'est quelque chose que les salariés et les dirigeants recherchent énormément. Vous avez dit récemment lors d'une interview que la santé est devenue la nouvelle norme. Est-ce au détriment de la liberté? Les applications de traçage et de surveillance, par exemple, ne vont-elles pas à l'encontre de ce sentiment? Alors, sur l'application Stop Covid, c'est un sujet à part entière. Donc, effectivement, il y a eu cette suspicion et cette menace qui court encore sur le fait qu'effectivement, on rentre dans une ère de surveillance, dans de l'examen permanent. Et ce qui est très dangereux, pourquoi c'est inquiétant quand la santé prend le pas sur les autres finalités, c'est que la santé n'est qu'un moyen au service d'autre chose. On ne vit pas pour être en bonne santé, on est en bonne santé pour vivre d'autres choses que la santé. Donc, ça doit rester un moyen. Et une société qui s'hygiénise à ce point est dangereuse parce qu'un pouvoir politique qui se médicalise euh, devient très intrusif. Je vais prendre 3 exemples. Le pouvoir politique s'occupe de la vie d'un pays, alors que le pouvoir qui se médicalise s'occupe de la vie tout court. On voit à quel point c'est beaucoup plus totalitaire. Deuxièmement, le pouvoir politique s'occupe d'esprits éclairés, de personnes responsables qui vont aller voter, de citoyens éclairés, d'esprits, alors que le pouvoir politique qui se médicalise va s'occuper des corps. Or, le corps est ce qui en nous appartient le moins, ce qu'on contrôle le moins. Donc, on aurait affaire à un pouvoir qui va jusqu'à contrôler l'incontrôlable en nous. Vous voyez à quel point c'est totalitaire. Et troisièmement, le pouvoir politique s'occupe d'un groupe, d'une nation, d'un pays, alors que le pouvoir politique qui se médicalise s'occupe d'individus. Et l'individu est d'autant plus malléable, vulnérable, manipulable, qu'on est seul dans sa chair face aux décisions médicales. On est très très soumis à ces décisions médicales. Donc pour toutes ces raisons, il y en aurait beaucoup d'autres. On voit à quel point un pouvoir politique qui se médicalise, une société qui s'hygiénise et qui fait de la santé la finalité ultime, est dangereuse parce que des dérives liberticides se dessinent très nettement. Dans votre dernier essai, vous livrez les perspectives d'un après. Quel changement positif peut-on retenir de cette rupture?
Alors, je me suis concentrée surtout sur le domaine du travail. Si je reste sur cette sphère-là, il y a eu énormément de bienfaits comme à chaque fois dans la science, dans l'histoire, dans les mœurs. Une rupture, un arrêt brutal fait avancer les choses. C'est pas en perfectionnant la bougie qu'on a inventé l'électricité, c'est pas en perfectionnant les chevaux qu'on a inventé l'automobile. Donc il faut un arrêt parfois pour progresser. Et là, on a eu par la fatalité, par le sort de la fatalité, un arrêt brutal qui a fait avancer certains modes de fonctionnement. Par exemple, le télétravail, on a gagné un temps fou au sens où il s'est généralisé. On s'est épargné un certain nombre de réunions, de jours, de mois, voire d'années sur la légitimité ou non du télétravail. Après, il faut le repenser, l'hybrider et le mesurer, le réguler. Mais en tout cas, on a passé le cap. Sur le collectif, on a compris ce que c'était qu'un collectif. Sur l'engourdissement, le poids trop écrasant de certaines procédures, grâce à cette période, on a vu que les entreprises étaient obligées de s'adapter. C'était darwinien. Seuls les meilleurs, au sens seuls les plus agiles, restaient sur le marché et restent sur le marché. Sur le sens du travail, on repense le sens de son travail à sa juste place. Est-ce que mon travail a un sens? Est-ce qu'il est utile et nécessaire? Est-ce qu'il n'est pas utile, pas nécessaire? Bref. Donc, il y a eu tous ces questionnements. Maintenant, c'est pas des bienfaits qui vont nous tomber dessus. C'est à nous de faire en sorte de réfléchir, de pousser la réflexion sur tous ces aspects de la vie qui ont changé brutalement et de transformer les représentations. Tout l'objet de mon petit livre, c'est de se dire sur quoi pouvons-nous agir? C'est sur les représentations et les idées. On ne peut pas agir sur l'avenir. Est-ce qu'on va tout révolutionner ou pas? On n'en sait strictement rien. Mais en pensant différemment les choses, le rapport à son travail, à soi-même, aux autres, à la vie, on peut enclencher des nouveaux modes de fonctionnement, des nouvelles actions. C'est quand on a une autre représentation de ce qu'on vit qu'on agit différemment. C'est pour ça que j'ai écrit ce petit bouquin en disant, voilà, on peut agir sur nos idées, sur nos représentations, et c'est ce qui changera ou pas la suite des événements. Merci. Merci beaucoup à vous.